Comment soutenir un retour et une réintégration durable en Afrique de l'Ouest? C'est le sujet de ce troisième podcast du projet Talk to Connect qui vise à rapprocher les agents travaillant dans le cadre du retour volontaire et ou de la réintégration à partager leurs expériences et réflexions pour ceux qui travaillent dans les agences publiques ou les ONG en Europe ou dans les pays d'origine. Je m'appelle Scarlett Rueda-Stoll, je suis votre animatrice du jour. L'équipe du projet Talk to Connect et moi-même sont de l'agence suédoise des migrations à Stockholm, mais nos invités aujourd'hui nous viennent d'ailleurs. Bienvenue Monique Binta Kaba, coordinatrice régionale et expert en conseiller de retour, qui nous vient de FEDASIL, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Et bienvenue à Aminata Marguerite Ba du bureau de l'OFII. L'OFII est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et elle nous vient directement de l'OFII à Dakar, au Sénégal. Ensemble, nous examinerons quelques scénarios de retour et il serait très intéressant de les discuter en prenant compte de vos différentes expériences, étant donné que vous travaillez l'une en amont et l'autre en aval du processus de retour. Mais avant de plonger dans le sujet, prenons le temps de connaître nos invités. Commençons alors par Aminata. Vous êtes à Dakar, Sénégal. Comment se passe une journée à l'OFII où vous rencontrez les migrants qui viennent de retourner au Sénégal? Bonjour Scarlett, merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci à toute l'équipe de Talk to Connect de nous donner l'opportunité d'expliquer notre travail ici à l'OFII au Sénégal. Donc, je suis l'agente référente retour et réinsertion. Ma mission est d'accueillir les Sénégalais qui reviennent de France ou d'Europe et qui reviennent s'installer au Sénégal pour leur projet de réinsertion. Donc, dans les faits, dans l'opérationnel, je les accueille dans mon bureau pour un premier entretien, pour voir avec eux, ce qu'ils ont eu comme parcours migratoire en France ou en Europe et ce qui les a poussés à revenir au Sénégal et ce qu'ils veulent faire, maintenant qu'ils sont revenus au Sénégal. Et ensuite, je les guide pour voir selon leur profil quel projet serait le plus adéquat et comment assurer vraiment leur réinsertion de manière durable. Merci. Alors, nous passerons à Monique depuis Bruxelles. Comment se passe la journée d'un conseiller à l'agence de FEDASIL? Alors, bonjour à tous. Je vous remercie également pour l'invitation. Donc, moi, ce que je fais, en fait, c'est le travail en amont. Je suis juste avant Aminata. Donc, avant qu'ils arrivent dans le pays d'origine, ils passent par nos bureaux. Donc, on a 5 bureaux en Belgique, 5 grands bureaux FEDASIL, sinon on travaille avec des partenaires. Une fois que les personnes arrivent chez nous, en fait, sur rendez-vous ou pas, on les reçoit. On essaye de comprendre avec eux, en fait, si c'est réellement une décision réfléchie ou pas, car on parle bien de retour volontaire. Donc, il faut qu'ils y aient réfléchi, qu'ils souhaitent réellement rentrer. On leur explique quelles sont les possibilités pour le retour dans leur pays d'origine. Et en fonction de leur pays d'origine, on les met en contact avec nos partenaires de réintégration, parce que nous, on travaille avec d'autres partenaires qui sont Caritas et IOM. En fonction du partenaire, à la suite de notre entretien, on les met en contact avec les partenaires de réintégration qui, eux aussi, feront une interview pour leur expliquer quelles sont les possibilités de réintégration et quels seront les budgets alloués pour pouvoir les aider sur place. Alors, je vois par votre présentation et comment vous nous avez introduit à votre monde, pour ainsi dire. Vous avez donc toutes les deux beaucoup d'expérience en matière de conseil, en matière de retour et de réintégration. Alors, pour le podcast d'aujourd'hui, nous avons préparé 2 scénarios que je voudrais discuter avec vous. Dans mon premier cas, j'ai Aliou, qui a 40 ans, est arrivé en Europe depuis la Guinée il y a 8 ans. Il fait maintenant face à des problèmes de santé et il décrit des difficultés psychosociales. Il envisage alors de retourner en Guinée.
mais son long séjour en Europe ne lui a laissé que quelques relations dans son pays d'origine, y compris sa famille. Ses principales sources d'informations sont ses concitoyens et d'autres migrants d'Afrique de l'Ouest. Il est ambivalent sur sa décision de retour et inquiet pour sa santé et qu'il ne pourra pas subvenir à ses besoins. Alors, dans ce cas, comment pouvez-vous, en tant que conseiller de retour, soutenir Aliou? Monique, si vous voulez bien nous introduire. Il n'y a pas de souci. Donc, si une personne comme Aliou se présente au guichet, la première chose que je fais, c'est bien sûr un petit peu lui demander quel a été son parcours en Europe. Dans quelles conditions est-ce qu'il est arrivé et pourquoi est-ce qu'il a quitté son pays d'origine. Ensuite, je vois avec lui s'il a des contacts avec sa famille, mais là, d'après ce que vous avez dit, c'est que malheureusement, il n'est plus en contact avec sa famille. Donc, la première chose que je vais faire déjà, c'est l'inciter à reprendre contact avec les membres de sa famille. Parce que pour que le retour puisse être réellement envisagé, il faut absolument qu'il ait quand même quelqu'un autour de lui, ne fût-ce qu'une personne, qui puisse un petit peu l'orienter, le soutenir et le rassurer. Parce que bien sûr, on a nos partenaires de réintégration. Je pense que Amina adhérera dans ce sens, mais ils ne peuvent pas être là tout le temps, suivre la personne et rester à côté de la personne. Donc, c'est toujours plus facile s'il a des amis ou des membres de sa famille qui pourraient l'orienter, le guider dans ses différentes recherches. Maintenant, pour ton suivi plutôt médical, je pense qu'il a quelques problèmes médicaux, c'est ça, hein? Donc, au vu du retour, la première chose que je ferai, c'est l'orienter vers un médecin. Un médecin qui me donnera une attestation médicale sur laquelle il me mettra exactement quel type de pathologie il a. Est-ce que c'est juste une dépression? Est-ce que c'est plus qu'une dépression? Est-ce qu'il y a un suivi médicamenteux? Si oui, lequel? Et sur la base de toutes ces informations, on verra en interne avec le partenaire de réintégration qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place sur place dans son pays d'origine. C'est-à-dire s'il y a un suivi médicamenteux, on va voir si c'est possible de trouver le même médicament ou un équivalent sur place. Parce que le but aussi, ce n'est pas de laisser les personnes rentrer et de leur dire, OK, on va s'occuper de vous, tout va bien se passer. Le but, c'est d'être le plus vrai avec eux. C'est-à-dire, on va leur donner les informations réelles et en temps réel. Donc, on peut leur dire, voilà, pour l'instant, je ne sais pas, tel médicament est bien disponible sur place en Guinée. Il coûte plus cher, mais il y a une prime médicale qui sera allouée. Avec cette prime médicale, tu peux te fournir quelques médicaments. Et on peut essayer aussi de voir avec la personne ainsi que le corps médical qui le traite, qui le suit, si c'est possible de partir avec une réserve de médicaments. Si les médicaments ne sont pas sur place, on va voir si c'est possible de trouver un équivalent. Si un équivalent est envisageable, on va lui dire, voilà, celui-ci n'est pas possible, mais on a celui-là. On a vu avec ton médecin dit que ça peut être une possibilité, donc c'est à la personne de dire si elle accepte ou si elle n'accepte pas. Maintenant, si les problèmes médicaux sont beaucoup plus importants, en fonction de la pathologie, il y a d'autres recherches qui sont faites, mais le but ici, c'est vraiment de dire à la personne qu'est-ce qui est réellement possible, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quel type de suivi peut être apporté sur place dans le pays d'origine, et c'est à lui de prendre sa décision en fonction de ça. Il me paraît que vous essayez vraiment d'avoir comment dire encore, de comprendre sa situation vraiment pour pouvoir adapter l'aide en vue de son retour. Donc, le but, c'est d'avoir une vue d'ensemble sur sa situation, lui apporter les réponses qu'il cherche indirectement, et en fonction de ça, être sûr d'ailleurs qu'il veuille tout de même rentrer. Et s'il veut rentrer, on sait que ce sera une décision réfléchie. Et pour le reste, c'est lui donner le plus d'informations possible pour qu'il puisse après s'adapter à son retour. D'accord. Je voudrais bien savoir ce que vous en pensez, Aminata. Alors nous, à l'OFI, enfin, je rejoins vraiment Monique et les explications de Monique, car à l'OFI, notre méthodologie se rapproche beaucoup de celle de FEDASIL. L'idée, c'est vraiment que le migrant de retour soit au cœur du processus de réinsertion, parce que c'est lui le bénéficiaire final.
Donc, lors du premier entretien, on a un guide qui nous permet de mieux le connaître avec des questions sur sa situation familiale. Et là aussi, je rejoins Monique, la famille est vraiment un élément essentiel dans le processus de réintégration, car on peut avoir deux personnes qui reviennent en même temps avec le même profil et dont la réinsertion ne se passera pas de la même façon si ou non le soutien de la famille. Donc, on essaie de voir si la personne est mariée, si elle est célibataire, si elle est divorcée, si elle va habiter seule, si elle va habiter en famille. Et en fonction de tout cela, nous adaptons notre aide et notre accompagnement. Mm. Donc, au niveau de l'OFI, on a déjà un premier niveau d'aide qu'on appelle aide sociale, car nous pensons que la réinsertion économique, donc par l'emploi ou par la création d'entreprise, ne peut se faire que si la personne est déjà bien installée et a recréé les liens avec sa communauté ou avec sa famille. Donc, ce premier niveau d'aide comprend par exemple une aide au logement, si le retourné a besoin d'avoir une location ou un hébergement. Ou alors, il y a également une aide pour la santé. Donc là, ça peut totalement correspondre aux besoins d'Aliou. Donc, c'est un package de 400 euros qui permet de s'inscrire à une mutuelle, d'acheter des médicaments ou de bénéficier de soins auprès de médecins. Et là aussi, nous voyons vraiment en fonction des besoins de la personne qui revient s'installer, en fonction des besoins sur quel ou quel comment on va dire, sur quel ou quel item il aura plus besoin de cet argent. Et sur le volet psychosocial, au niveau du Sénégal, l'OFI a un partenariat avec une association qu'on appelle le CAPREC, qui s'occupe d'accompagner sur le volet psychologique les personnes migrantes de retour. Donc, si ALU a besoin d'un suivi psychologique, on peut le référer à notre partenaire et nous le suivons. Et surtout, on s'appuie également sur des cabinets au niveau local, donc qui sont vraiment sur le terrain et qui accompagnent pas à pas le migrant de retour dans tout son processus de réintégration. Et cela peut aller de la recherche de logement, de l'accompagnement pour acheter des médicaments, pour trouver une bonne mutuelle. Car il faut le dire souvent, par exemple, c'est le cas pour Ayou, il est en Europe depuis plusieurs années. Et souvent, c'est le cas des migrants que nous recevons. Ils sont partis du Sénégal il y a longtemps, donc à leur retour, ils ont perdu leurs repères. Ils n'ont pas forcément les mêmes repères qu'ils avaient il y a 5 ou 10 ans. Ils ont perdu le lien avec la cellule familiale. Et nous, notre but, c'est vraiment de les reconnecter, de recréer ce lien pour favoriser la réintégration. Mais là, en vous écoutant, je vois vraiment que vous nous donnez deux alternatives en amont et en aval, comment on pourrait s'occuper et soutenir un migrant comme Aliou qui désire retourner avec les problèmes de santé dans ce cas. Mais je voudrais bien savoir, j'ai l'impression que vous reconnaissez ce profil de migrant. C'est fréquent, un migrant avec le même profil que Aliou, avec des problèmes de santé, besoin de soutien pour pouvoir continuer le suivi médical une fois de retour. Très fréquent ou Moi, je dirais que c'est quand même très, très fréquent. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que leur sensibilité psychologique est totalement différente d'une personne à l'autre. Il y en a qui arrivent à la gérer, il y en a qui n'arrivent pas du tout à la gérer, il y en a qui acceptent de l'aide, il y en a qui n'acceptent pas du tout de l'aide. Donc là, déjà, c'est un problème. C'est pour ça que quand on fait l'entretien au niveau de la Belgique, à partir du moment où on se rend compte que la personne est assez fragile, même si elle n'est pas sous médication, on lui demande quand même d'aller voir un médecin pour être sûr que tout se passe bien. On lui demande également de demander à son médecin de nous fournir ce qu'on appelle un fit to fly, c'est-à-dire un document qui atteste qu'il est vraiment apte à pouvoir prendre le vol sans problème. Parce que parfois, on peut les voir très calmes pendant l'entretien, parce que l'entretien est juste un instant. Il faut savoir qu'on peut le voir pendant 1 heure et l'heure d'après, il déprime et il ne va pas très bien. Donc, c'est toujours plus facile quand on peut avoir une attestation médicale, d'autant plus qu'une personne qui a quitté son pays et qui est en stress pour le retour peut avoir une réaction totalement différente le jour de l'arrivée à l'aéroport, ou bien tout simplement dès qu'il va voir l'avion.
Totalement. C'est pour cette raison que quand on se rend compte que c'est une personne sensible, on l'oriente plutôt vers un médecin pour être sûr que tout se passe bien. Si le Fit to Fly nous dit que monsieur peut prendre le vol sans problème et que tout va bien, il n'y a pas de souci, on continue sur cette lancée, mais on lui propose, dans la mesure du possible, l'aide médicale de base qui est de 500 €, lui disant qu'il peut avoir un soutien psychologique s'il en a besoin et que cette aide médicale peut l'aider dans ce sens. Maintenant, bien sûr, c'est à lui aussi de montrer son intérêt parce qu'on ne peut pas l'obliger. Étant donné qu'il est majeur, il est apte à prendre ses décisions. On ne peut pas l'obliger à le faire. Bien sûr. Mais tant qu'on peut, en tout cas, on le propose. Maintenant, je pense qu'au FI, ça doit être le même processus. Oui, alors nous, c'est vrai que ce type de profil est de plus en plus fréquent. Et donc déjà par rapport aux personnes comme Aliou qui sont restées longtemps en France ou en Europe et qui reviennent s'installer au Sénégal, on est déjà autour de 35-40%. Après, pour les profils spécifiques qui ont des problèmes de santé ou qui ont des problèmes psychosociaux, on en voit de plus en plus et cela est dû surtout au parcours en Europe. C'est pour ça que lors du premier entretien, il est essentiel de savoir dans quelles conditions la personne a vécu en Europe, mais aussi au retour et à la pression familiale et sociale du retour. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal en tout cas, si une personne part en Europe et décide de revenir, aussi les Sénégalais ne comprennent pas pourquoi la personne revient, car l'Europe est vue comme un Eldorado. Du coup, il y a cette pression qui peut être très pesante sur le migrant de retour et qui fait qu'à son retour, il est en état de stress ou en état de dépression aussi. Et ce sont des facteurs qu'il faut vraiment prendre en compte dans le retour, car si ces facteurs ne sont pas réglés, la réinsertion ne pourra pas être pérenne. Mm. Tout à fait. Si je peux rajouter, je pense qu'il y a aussi une autre partie du voyage qu'on oublie, c'est souvent l'arrivée avant l'Europe. Sur le trajet qu'il a fait, on ne sait pas non plus par où il est passé, qu'est-ce qu'il a subi, qu'est-ce qu'il a vu. Donc, je pense que déjà là, il y a une cassure dans l'identité même de la personne qui le fragilise déjà psychologiquement. Ensuite, il y a encore le parcours en Europe qui le fragilise à nouveau. Et comme vient de l'expliquer Aminata, il y a de nouveau le retour au pays où il est stigmatisé, parce qu'il faut savoir aussi que souvent, il y en a qui ont été mandatés, entre guillemets, par la famille, par le village, donc ils reviennent avec des dettes. Ils ont difficile à se réinsérer dans leur société, entre guillemets, ou bien dans leur communauté, parce qu'ils sont pointés du doigt, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas réussi, ce sont des vauriens, comme on dit. Donc, tout ça, c'est très, très, très compliqué pour eux. Et je pense que le suivi psychologique devrait même être quelque chose qu'on puisse laisser ouvert. Peut-être que finalement, même si ce n'est pas un suivi psychologique au même titre qu'on l'entend en Europe, mais qu'il y ait au moins une personne à laquelle ils puissent aller se confier, expliquer un petit peu comment ça se passe. Et on sait très bien que pour nos partenaires, ce n'est pas toujours facile de pouvoir accorder ce temps à tous les retournés. Donc ça, ce serait aussi à creuser, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on leur demande vraiment d'avoir un réseau social autour d'eux quand ils rentrent. Si je peux Oui, juste ajouter une dernière chose, oui, bien sûr. dans l'accompagnement psychosocial, il est aussi important d'impliquer la famille. Donc, non seulement de les prendre en compte, mais aussi de les impliquer dans l'accompagnement psychosocial, parce que dans les sociétés africaines, souvent, l'aide psychologique est vue comme un tabou, est un tabou. Enfin, aujourd'hui, un Sénégalais ne va pas aller voir un psychologue ou ne va pas voir un psychanalyste, même s'il en a besoin, parce que c'est mal vu ici. Donc, il est important d'expliquer à la famille que le migrant de retour est dans une situation stressante ou dans une situation où il a besoin d'aide et d'expliquer qu'il n'y a rien de tabou, rien de mal à avoir un suivi psychologique. Donc, cette implication familiale aussi, elle est vraiment importante pour faciliter le retour. Tout Mm. à fait. C'est pour ça qu'aussi, à notre niveau en Belgique, même avant le retour, on essaye quand même de rentrer en contact avec les personnes chez qui la personne dit qu'elle va rentrer. Pourquoi? Parce qu'on a aussi souvent des personnes qui téléphonent leurs proches
Et une fois qu'ils téléphonent leurs proches, ils demandent: «Est-ce que c'est possible de rentrer?» On leur dit: «Oui». Mais une fois qu'ils arrivent sur place, ils se rendent compte qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a pas assez de place dans la maison familiale ou que c'est pas du tout envisageable pour l'une ou l'autre raison, mais ils n'osent pas le dire franchement à la personne. C'est pour ça qu'on essaye aussi de contacter ces personnes pour les avertir, en fait, du retour de la personne et être sûr que leur arrivée chez eux ne pose aucun problème. Si je dois juste faire une réflexion, je suis, vraiment, hem, vous avez soulevé des points très importants, Monique. Vous avez soulevé le fait qu'il faudrait prendre en compte le trajet migratoire de l'individu et aussi faire en sorte que le suivi psychologique est en place, même si la personne, elle ne le dit pas haut qu'elle en a besoin. Et aussi, Aminata, pour dire que la famille doit aussi être, l'insertion de la famille dans le suivi de l'individu et aussi prendre des contacts directs là où la personne dit devoir retourner. Mais avant de nous tourner vers notre deuxième scénario, est-ce qu'il y aurait dans ce cas quelque chose, si vous devriez choisir une ou deux points, un ou deux points, quel est le plus important dans ce genre de cas? Quels sont les 2 points les plus importants dans ce genre de cas? Moi, je dirais l'informer, qu'il soit au courant des réelles possibilités sur place, parce que c'est à la fois au niveau de sa santé, mais au niveau de la situation du pays, s'il souhaite mettre quelque chose en place, donc une activité génératrice de revenus, et l'environnement social. Et Sans ça, environnement social, c'est je dirais même qu'un retour est presque pas du tout réalisable. c'est avant le départ. Tout à fait. Aminata? Et à l'arrivée, je dirais tout d'abord l'écoute, car tout n'est pas dit. La personne lors de l'entretien ne va pas exprimer de manière explicite ses besoins ou alors son parcours. Et il est important de bien écouter pour pouvoir lire entre les lignes et voir si la personne a besoin d'une aide. Et ensuite, le deuxième point, la sensibilisation. Donc, sensibiliser la personne et lui faire comprendre que l'aide psychologique n'est pas stigmatisante et qui peut tout à fait en bénéficier. Et surtout, lui faire comprendre que c'est pour son bien, c'est pour lui et qu'au final, ça va lui permettre de mieux revenir. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien que nous tenions en compte ce scénario que nous venons de discuter et nous tourner vers le deuxième scénario que nous avons, selon lequel vous rencontrez Moussa, un Ghanéen de 25 ans qui est arrivé en Europe il y a seulement 2 ans à la recherche d'un avenir meilleur. Très vite, il s'est rendu compte que les conditions de vie en Europe sont très difficiles et que ses revenus ne sont pas aussi gratifiants qu'il l'espérait. Moussa veut maintenant rentrer chez lui et recommencer à zéro au Ghana. Moussa est sûr de lui avec une bonne formation, mais il sait aussi que sa famille a beaucoup investi pour qu'il aille en Europe et craint qu'il n'accepte sa décision de rentrer. Alors, ces questions ici sont: comment pouvez-vous, en tant que conseiller de retour, soutenir et préparer Moussa à son retour et à sa réinsertion au Ghana? Quels renseignements doivent être transférés à un partenaire de réintégration? Je vous en prie, Monique. Alors moi, je dirais très clairement, déjà lors de l'entretien, c'est lui dire que le retour, c'est une chose, mais il n'est pas en fait obligé de retourner dans sa famille. Si déjà à la base, il se rend compte que le retour dans sa famille va être compliqué, il peut très bien rentrer et vivre seul ou alors changer de ville, sachant que ça va être aussi très compliqué parce qu'à un moment donné, il va se retrouver tout seul. Donc, avant qu'il prenne sa décision, peut-être essayer de discuter avec sa famille, leur faire comprendre que ça ne va pas du tout. Et si réellement il y a toujours beaucoup d'antagonie de la part de sa famille, alors ce serait oui, se dire d'accord, je vais rentrer alors dans une autre ville.
Mais je dois avouer que dans ce genre de cas, la plupart des gens ont déjà pensé à la solution B quand ils se rendent compte que ça va pas trop dans la famille. Quels renseignements doivent être transférés aux partenaires en vue d'une réintégration? Alors pour les partenaires de réintégration, c'est clair qu'ils vont avoir la même information que celle que j'ai reçue, car ça sert à rien de cacher des éléments. Mieux vaut travailler dans la transparence parce que ça permettra de réellement mettre en place un projet ou une réintégration qui puisse aider la personne. Donc c'est certain que toutes les informations que moi j'aurai, je vais les partager avec le partenaire de réintégration. Et à l'arrivée, donc, on retrouve un scénario que Monique a évoqué tout à l'heure par rapport aux familles qui mandatent un de leurs membres, un de leurs enfants pour aller en Europe et pouvoir subvenir à leurs besoins en Afrique. Et donc, c'est une situation qui est en effet très pesante et qui parfois peut retarder le retour. Mais une fois que la décision du retour est prise, il est essentiel dans ce scénario également de prendre contact avec la famille et de les sensibiliser au fait que la personne serait mieux au Sénégal ou en Guinée ou au Ghana. Et surtout, pour ce type de migrants de retour, qui est très difficile, c'est le regard qui est posé sur eux. Et ils sont vus souvent comme n'ayant pas d'utilité ou ne pouvant pas donner de revenus. Et là, nous, ce qu'on leur conseille souvent, c'est déjà de se réinstaller et de recréer ces liens, mais après de voir comment ils peuvent avoir une source de revenus. Et puis pour juste continuer sur ce volet, mais prendre un petit peu un autre point complexe, que se passe-t-il si la famille et le réseau social de Moussa est inexistant au Ghana, mais il veut retourner au Ghana? Est-ce que vous avez des exemples pareils? Oui, bien sûr, on en a. Ils essayent déjà de contacter leur famille, mais c'est pas possible parce qu'ils ont perdu tous les contacts. Donc finalement, ils vont retourner sans background parce qu'ils n'arrivent pas à contacter quelqu'un. Il y en a aussi qui se retrouvent avec très peu de membres de famille qui sont encore en vie. D'après ce qu'ils nous disent, donc ils sont presque tout seuls. On ne peut pas empêcher une personne de rentrer parce qu'on se rend bien compte qu'à partir du moment où la personne vient demander un retour volontaire, c'est qu'il se trouve dans une situation où il est acculé et c'est plus du tout possible pour lui de rester en Europe. Donc on va essayer de réaliser le retour, toujours en regardant quelles sont les possibilités dans le pays d'origine et on va essayer de mettre en place un retour fit à la personne en fait. On va vraiment l'adapter à la personne, à sa situation particulière. Alors, nous, ce cas de figure se pose très rarement. Il y a toujours une cellule familiale qui est présente, mais dans les rares cas où cela s'est produit, on essaie de voir avec le migrant de retour quel lien social il peut avoir avec des amis, par exemple. Et si cela n'est pas le cas, nous, on peut le mettre en relation avec des anciens migrants de retour que nous avons accompagnés pour qu'il y ait une mise en réseau et une sorte de mentorat. Donc, si la personne veut mettre en place, par exemple, une quincaillerie, on va voir parmi nos porteurs de projet qui a mis un projet semblable en place et on réfère donc le migrant de retour nouvellement arrivé vers ce tuteur, ce mentor, pour qu'il lui le guide vers, enfin, sur ce domaine d'activité. Donc, on essaie vraiment d'avoir quand même un lien social, même si le migrant de retour n'a pas un lien existant, on le met en rapport avec ce réseau de porteurs de projets accompagnés par l'OFI pour qu'il puisse avoir des repères pour sa réinsertion. J'aimerais vous remercier encore une fois de nous aider depuis ces deux scénarios, de mettre la lumière sur comment on pourrait soutenir ces deux types de migrants à vraiment regarder leurs possibilités de retourner et comment une réintégration dans leur pays respectif pourrait se dérouler. J'aimerais juste toucher sur des questions un peu plus sur le plan général. Comment gérez-vous les attentes quand vous avez des migrants qui ont des attentes un peu, voilà, qui ne sont pas inclus
dans les supports que vous avez en place? Alors moi, je dirais, au niveau de la Belgique, donc nous, on les voit en amont. Donc c'est bien avant Aminata qu'on les voit. Quand on les voit, beaucoup ont de très grandes attentes et ce sont souvent des attentes financières. Il y en a qui vont, venir avec un projet qui a été écrit et quand on regarde le calcul qu'il a fait, il arrive à, je ne sais pas, 15, 20 000, 30 000, même 100 000 euros. Donc on leur explique très bien que c'est une très, très, très bonne chose d'avoir essayé de mettre par écrit un projet, mais malheureusement, les subsides qui sont alloués ne lui permettront pas de mettre en place ce projet. Ils doivent juste se rendre compte que ce que la Belgique peut leur offrir, c'est pas de mettre en place tout un projet, mais c'est plutôt un coup de pouce. C'est une fenêtre qu'on ouvre pour qu'ils puissent réaliser quelque chose. Donc, ils ne s'attendent pas non plus à ce que tout soit payé et que lui soit assis, il attend l'argent et il met tout en place. Ça, c'est certain. Maintenant, à part des demandes financières un petit peu farfelues, en règle générale, je pense que ça va quand ils viennent chez nous. Maintenant, je sais que quand ils arrivent vers nos partenaires de réintégration, déjà en Belgique, ils commencent par un autre discours, c'est-à-dire, moi j'ai déjà rencontré par exemple Monique de Fait d'Asile, qui elle m'a dit qu'en fait j'avais droit à beaucoup plus d'argent que ça, ou j'aurais plus de possibilités que ça. Donc on va dire que c'est humain, c'est difficile de les empêcher, mais ils tentent du mieux qu'ils peuvent de pouvoir, par tous les moyens possibles, avoir le plus d'aide possible en se disant avec tout ce que je vais demander, là j'arriverai à mieux m'installer. Parce Mmh. qu'il faut quand même avoir un esprit assez fort pour se dire que, OK, j'ai peut-être peu d'argent, mais c'est avec ce peu d'argent que je peux commencer à débuter une activité. Et je pense que ce qu'ils savent pas ou ce qu'ils ne comprennent pas directement, c'est que nos partenaires de retour ont déjà tout un réseau. Et ce réseau leur permet d'avoir d'énormes possibilités pour Ouais, mettre énormément de choses en place. en effet. Donc, il faut qu'ils prennent le temps d'écouter le partenaire de retour, de le comprendre et peut-être d'arriver jusque chez Aminata. Mmh. Et une fois qu'ils arrivent chez Aminata, voir les réelles possibilités sur place et les écouter. Alors, Aminata, voyant les attentes auxquelles on pourrait faire face, mais aussi les malentendus qui peuvent apparaître, qu'est-ce qui doit être clarifié? Quand ils arrivent à l'OFI, qu'est-ce qui doit être clarifié? En effet, Monique l'a soulevé, il y a énormément de malentendus. Parce que là, au niveau de l'arrivée, je fais le premier entretien, mais déjà avant le retour, le migrant de retour a été reçu par nos directions territoriales de l'OFI en France, où on leur a expliqué comment ça se passait à l'arrivée. Mais quand ils arrivent, donc ils nous disent que, alors à l'OFI en France, on m'a dit que j'allais avoir tant d'euros, mais là vous me dites que j'ai droit qu'à ça, comment ça se fait? Donc là, bon, on est habitué au discours aussi, donc on sait que c'est monnaie courante, donc on leur explique tout le dispositif, à combien ils ont droit de subvention, l'accompagnement, comment ça va se passer. Et on leur explique tout simplement que l'aide, elle est comprise entre 4 000 et 6 000 euros, par exemple, et qu'on ne peut pas dépasser ce montant de subvention. Et quand on a des projets qui dépassent ce montant de subvention, on leur explique que cette aide est une aide au démarrage du projet. Donc, ça permet de commencer le projet, de l'amorcer. Et au bout de 6 mois ou d'une année d'accompagnement, nous, au Sénégal, on peut les référer vers nos partenaires financiers, ici, donc les institutions sénégalaises, qui peuvent apporter un cofinancement. Donc, on est en partenariat avec plusieurs agences sénégalaises de financement qui peuvent, après une année, recevoir nos bénéficiaires et leur apporter un financement supplémentaire. Donc, ça permet, si on a des projets qui dépassent le montant de subvention, ils peuvent avoir un renforcement de l'aide financière après une année de suivi. Et cette année de suivi, finalement, elle est importante parce que ça permet une crédibilité auprès de nos partenaires financiers, mais aussi de voir que le projet marche et qu'il est solide. Et donc, cette année, finalement, on leur explique que c'est un peu le moment de faire leur preuve et de montrer que leur projet, finalement, peut atteindre les attentes qu'ils ont, eux. Vraiment pouvoir faire face à ces malentendus et expliquer
les choses comme elles se doivent. Et comme vous l'avez dit, il faut être vraiment vrai, se Ouais. tenir à la situation, à la réalité et donner les informations comme il se doit. Vous nous avez alors informé et laissé savoir les facteurs essentiels pour un processus de retour et de réintégration réussi. Mais quelle serait, selon vous, la meilleure façon de relier les intervenants, les agents en amont et ceux en aval? Qu'est-ce que vous identifiez comme nécessaire maintenant? Alors, moi, je vais parler au niveau de l'amont. Qu'est-ce qui serait nécessaire? Enfin, au niveau de la Belgique, on fait des missions monitoring qui nous permettent déjà d'aller voir nos collègues dans les pays d'origine, de mieux comprendre leur fonctionnement et surtout leurs difficultés. Parce que c'est vrai qu'à partir d'ici, pour nous, on se dit non, il va arriver, ils connaissent le pays, c'est plus simple, on va bien t'expliquer, mais on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres difficultés. Pour prendre l'exemple du Sénégal, c'est pas quelqu'un qui rentre à Dakar qui pourra peut-être tout faire à Dakar. Que la vie à Dakar est beaucoup plus chère comme dans toutes les capitales. Ça va être compliqué pour lui de pouvoir trouver un logement. Peut-être que c'est mieux d'aller dans l'une ou l'autre ville, peut-être périphérique ou bien même un petit peu plus loin. Mais il faut aussi qu'on comprenne que même pour nos partenaires, c'est pas facile de tout le temps se déplacer et aller voir la personne jusque là-bas. Donc, ce serait aussi un échange entre le migrant et nos partenaires. Ces missions nous permettent également de voir quels sont les liens qu'il y a entre l'État et le partenaire de réintégration. Parce que je pense qu'une réintégration réussie dépend aussi du réseau qu'a pu mettre en place le partenaire en collaboration avec l'État tant que c'est possible. Mm. Pourquoi? Parce que ça donne beaucoup plus de possibilités à la personne quand il peut toucher des agences étatiques, comme les a décrites Aminata. Et aussi, quand il y a des ONG sur place qui peuvent apporter un tout autre soutien, formation ou autre, c'est toujours un plus pour la réintégration, pour une réintégration réussie surtout. Mm. Je pense aussi qu'il est très, très, très important que l'on garde des liens et qu'il y ait à chaque fois des feedbacks, même pour les bons côtés et les mauvais côtés, de la part de nos partenaires de réintégration. Parce que nous, ça nous permet de voir si l'erreur vient de notre côté. Et l'erreur, ça ne veut pas dire seulement qu'on a fait une bêtise, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez expliqué ou bien pas clairement expliqué. Exactement. Toute remarque, de toute façon, selon moi, est bonne pour avancer et est bonne pour améliorer les choses. Donc, autant qu'on ait l'habitude de se faire des remarques dans un sens comme dans l'autre, comme ça nous aide et nous facilite de toute façon des deux côtés. En tout cas, c'est mon point de vue. Je ne sais pas ce qu'en pense Aminata. Je le partage tout à fait. Il est essentiel d'avoir ces feedbacks entre aval, donc au niveau de fait d'asile par exemple, et les partenaires de réintégration. Au niveau de l'OFI, on essaie de maintenir ce lien vraiment au mieux. Et on a par exemple le mois prochain un atelier où les représentations à l'étranger, comme le Sénégal, comme la Tunisie, vont au niveau des directions territoriales en France expliquer comment ça se passe vraiment sur le terrain à l'arrivée. Et l'idée, c'est de mettre en avant les points sur lesquels on pense que en amont, il faut insister, comme l'aide psychosociale, comme l'importance de la famille, comme le montant des subventions aussi, qui n'est pas forcément le même en amont et en aval. Donc vraiment, c'est de mettre en exergue ces différents points qui nous semblent essentiels pour permettre la réinsertion, une réinsertion réussie. Et ce qu'on fait également, c'est de montrer aux agents en amont, donc à nos directions territoriales en France, comment les projets sont mis en œuvre. Donc cela passe par des articles, par des témoignages de bénéficiaires, mais également on les convie systématiquement. Donc dès qu'on a un comité de financement des projets de réinsertion, les agents sont conviés pour qu'ils voient donc comment cela s'est mis en place au niveau de l'arrivée. Donc, cette notion de vraiment de feedback permet de, de renforcer et d'améliorer, d'adapter au fur et à mesure la prise en charge en amont. Et nous, en aval aussi, cela nous permet
d'avoir le retour des agents en amont et voir comment on peut mieux informer à l'arrivée. Quand je vous écoute, je me rends compte vraiment qu'il serait important pour les agents en amont et en aval d'être en communication, mais aussi, comme vous l'avez si bien décrit, l'importance des missions d'évaluation, là où les agents en amont et en aval sont en communication avec les partenaires et d'autres organisations sur place. Je vois que, bon, être conseiller de retour, c'est une mission très complexe, c'est le moins que l'on puisse dire. Et je voudrais juste avant de terminer, savoir qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail? Moi, je dirais que c'est une mission complexe, mais c'est une mission aussi qui est très belle parce que donc, en fait, en tout cas à l'arrivée, quand on reçoit un migrant de retour et qu'il arrive, il n'a pas forcément les repères, il est un peu perdu, ça fait plus de 10 ans qu'il n'est pas revenu dans son pays d'origine et qui a peur finalement, qui est stressé et qui ne sait pas qui l'avenir est un peu flou. Donc, quand on a ce premier entretien et que 3 ou 4 mois après, on va sur le terrain voir son projet et voir comment il a avancé et qu'il y a une différence, une nette différence, ça apporte quand même de la satisfaction et de l'espoir et franchement, enfin, je pense que c'est vrai que c'est complexe parce qu'on a des profils différents, on a des parcours différents, mais quand au bout de quelques mois, on voit que la réinsertion se passe très bien et que la personne dit finalement, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas revenue plus tôt. Cela apporte vraiment une grande satisfaction. Effectivement, ce que je rajouterais à ça, parce que c'est vrai qu'Aminata l'a bien expliqué, ce qui est important aussi, c'est de se dire déjà que quel que soit le pays, nous, enfin moi surtout de mon côté, parce que je vois plusieurs pays différents, quel que soit le pays, les voir satisfaits à leur retour, nous envoyer des mails pour nous dire merci, ça fait toujours plaisir. Ce qui est important dans ce travail, en fait, c'est surtout à mon niveau, euh, comme FEDASIL est quand même une agence fédérale et qu'on travaille à côté sans travailler avec l'Office des étrangers, ici, ce qui est bien, c'est de se rendre compte qu'on arrive à aider des personnes qui étaient persuadées qu'elles ne savaient plus ce qu'elles allaient faire et que limite, elles allaient mourir en tant que sans-abri sur le trottoir. Donc, c'est vraiment leur donner un nouveau souffle d'air frais, leur montrer que c'est réalisable, qu'on peut le faire ensemble, parce que je pense que le ensemble aussi est très important. Ce n'est pas les partenaires de réintégration, ce ne sont pas nous les conseillers avant le départ, c'est vraiment la personne et les autres. On est tous ensemble et on essaye vraiment de l'aider. Et effectivement, voir ce sourire quand il part et malgré le stress, nous dire merci, je vais quand même partir, j'espère que ça va aller. On voit bien qu'il y a le stress, mais qu'ils sont contents, ça fait vraiment plaisir de se dire que tous les matins, on ne se lève pas pour faire n'importe quoi, mais qu'on a quand même une belle mission qui reste humaine. Ben, je trouve que ensemble, pour un retour et une réintégration durable, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous et merci de nous avoir enrichis sur ce sujet. Alors, on était avec Monique Kaba-Binta, coordinatrice régionale experte en conseiller de retour, qui nous vient de FEDASIL, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, et Aminata Marguerite Ba, conseillère au retour et à la réinsertion à l'OFI à Dakar. Merci. Merci beaucoup, Scarlett. Alors, je m'appelle Scarlett Rueda-Stoll. Tous les pods et séances du projet Talk to Connect sont disponibles sur YouTube et sur le site web de RRF. Les séances sont également transmises en direct et comprennent une partie webinaire très intéressante. Assurez-vous de vous inscrire pour vous assurer de ne rien manquer. John Tunquist est notre éditeur du jour. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir, à bientôt. This podcast is a production from the Swedish Migration Agency, produced with the financial assistance of the European Union and contracted by ICMPD through the Talk to Connect grant. And the content is the sole responsibility of the Swedish
Migration Agency and not reflecting the position of the European Union or ICMPD.